Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le tueur en série en question, c'est vraiment un cas. Il aimait les arbalètes, il était cannibale et je parle de la même personne. Les deux combinés, ça donne Stephen Griffiths. Alors si vous ne le connaissez pas, on est parti tout de suite. Stephen Sean Griffiths est né le 24 décembre 1969 à Dewsbury, c'est situé à l'ouest de Yorkshire en Angleterre. Ses parents se séparent alors qu'il est encore très jeune et donc Griffiths va vivre avec sa mère Moira, son frère et sa sœur aînée à Wakefield. A noter que son père s'appelle également Stephen et à partir du moment où il vit avec sa mère, il n'a plus aucune nouvelle de son père. Donc on peut dire que Griffiths a grandi sans repère masculin car à part son frère aîné, il n'en avait pas vraiment. Et d'ailleurs, la seule fois où il va avoir des nouvelles et il va reparler à son père, c'est lorsque ce dernier va être emprisonné. Et le comble, c'est que son père part en prison parce qu'il a été arrêté pour meurtre. Bon, en gros, Griffiths, et comme la plupart des tueurs en série d'ailleurs, il ne part pas très bien dans la vie. Sa mère, Moira, est réceptionniste et elle donnerait tout pour son fils. Elle se sacrifie même d'ailleurs afin de lui offrir des études coûteuses. Et quand je parle d'études coûteuses, je ne parle pas de 1000 € par an, non, je parle d'un lycée qui s'appelle Queen Elizabeth et qui a plus de 10 000 € l'année. D'ailleurs, John George Hay a également fréquenté ce lycée et cette personne, c'est tout simplement un tueur en série qui se faisait appeler le tueur au bain d'acide. Est-ce que cela a influencé Griffiths par la suite? Probablement, on n'en est pas sûr, mais bon, quoi qu'il en soit, ils ont fréquenté le même lycée. Et attention, spoiler, je vais très prochainement vous parler de ce tueur en série glauque. Avant de commettre son premier meurtre, Griffiths a étudié 3 années au lycée Queen Elizabeth Grammar School. Il était très sérieux, travaillait beaucoup et était très souvent seul, il n'avait pas beaucoup d'amis. À l'âge de 17 ans, il commet son premier acte criminel en menaçant avec un couteau un directeur de supermarché et pour ce premier crime, il écope de 3 années de prison. Alors j'ai pu lire qu'il l'avait menacé, d'autres fois qu'il l'avait poignardé. Selon moi, étant donné qu'il a écopé de 3 années de prison, je pense qu'il a dû au moins blesser le directeur du supermarché. Et à ce moment-là, les choses se gâtent puisqu'en prison, Griffiths avoue vouloir devenir un meurtrier. Ouais, belle ambition de carrière. Les psychiatres sont alertés par cette déclaration et décèlent en lui un potentiel tueur en série. Ils diront même qu'il est désespérément avide de gloire. En sortant de prison, Griffiths a un enfant avec Cathy Bolton, qui est une amie d'enfance, mais cette dernière dira qu'il était manipulateur, violent et parfois harceleur, donc ils se séparent en 1998 et cette séparation est probablement l'événement déclencheur chez Griffiths. Griffiths a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique après avoir consommé de l'héroïne et de la cocaïne et il a été relâché sans traitement ni suivi. Et c'est certainement la première faille dans le système. Griffiths est de nouveau condamné à 2 années de prison après avoir mis un couteau sous la gorge d'une jeune fille. Cependant, pendant sa condamnation, il est autorisé à suivre des études de psychologie à l'université de Leeds. Après avoir obtenu son diplôme, il choisit de poursuivre des études en criminologie afin d'obtenir un doctorat et il commence à étudier en 2009 à l'université de Bradford. Il faut tout de même préciser qu'au moment où il commence son doctorat, Griffiths a 40 ans. Griffiths s'intéresse beaucoup aux tueurs en série jusqu'à ce que ça en devienne une obsession et ce qui lui plaît par-dessus tout, ce sont les homicides du 19e siècle et plus particulièrement ceux de Jack l'Éventreur ainsi que son mode opératoire. Parce qu'il est fasciné par ce sujet, il décide de faire sa thèse sur les techniques victoriennes comparées aux méthodes d'investigation modernes. Il étudie ainsi l'esprit des tueurs en série, des terroristes ainsi que des criminels de guerre les plus horribles. Ce qui lui permet de creuser encore plus le sujet sans éveiller les soupçons sur ses futures intentions. Il lit beaucoup de livres et regarde beaucoup de films sur les tueurs en série. Et on comprend très rapidement que son intention n'est pas d'obtenir son diplôme, mais plutôt de décortiquer les crimes de ses tueurs en série préférés. Selon lui, les tueurs en série sont des héros et il y en a qui l'intéressent plus particulièrement. Parmi eux, il y a le violeur du Yorkshire, Peter Sutcliffe, et aussi le tueur de prostituées d'Ipswich. Le hobby de Griffiths quand il n'étudie pas est de surfer sur Internet. Mais attention, il ne surfe pas sur Internet comme nous on pourrait le faire sur YouTube ou sur d'autres plateformes.
Lui, il surfe sur des sites qui parlent de tueurs en série. Il se fait connaître sous le pseudo de Ven Paria et selon lui, c'est un misanthrope qui apporte la haine au paradis. On peut même le voir torse nu sur une photo et il cite la Bible en disant « La marche des vertueux est semée d'obstacles ». C'est une citation qui a d'ailleurs été rendue célèbre par une exécution sanglante dans Pulp Fiction. Sur son compte MySpace, il écrit « L'humanité n'est pas seulement une condition biologique, c'est aussi un état d'esprit. Sur cette base, je suis au mieux un pseudo, au pire un démon. » Étant étudiant, Griffiths a beaucoup de temps pour fréquenter des clubs. Il se considérait comme quelqu'un de beau et donc soignait son apparence. En plus de ça, il ne portait que des marques. Ceux qui le fréquentent sont au courant de ses hobbies macabres, cependant ils ignorent qu'il a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, qu'il a déjà agressé une fille avec un couteau et qu'il a déjà fait de la prison. Selon les médecins, il a un comportement psychotique et malgré le fait qu'il soit instable et sous traitement médical, il renvoie une image tout à fait normale. Parmi les personnes qui l'ont fréquenté, on a vraiment deux avis différents. Les personnes qui diront que Griffiths était toujours très à part et qu'il n'aimait pas les gens, et les autres personnes qui diront qu'au final, il était plutôt souriant et qu'il avait toujours le mot pour rire. Son amie Delta Bartlett Perry est l'une des seules à être au courant que Griffiths est sous traitement médical. Elle dira qu'avec le temps, son état mental s'est aggravé, qu'il était de plus en plus en colère et à cran. Griffiths a également été en couple pendant 2 années avec Zeta Pinder et quand cette dernière l'a présenté à sa mère l'a trouvé bizarre, enfin elle avait un mauvais sentiment par rapport à Griffiths. Aussi, chose bizarre, Griffiths dormait avec des boules de coton dans les oreilles afin d'éviter que les insectes entrent dans son cerveau. Concernant sa relation avec Zeta Pinder, pendant toute la durée de leur relation, Griffiths lui dira qu'il vit encore chez ses parents et donc à chaque fois qu'ils doivent se voir, ils vont chez Zeta. Sauf qu'un soir, il laisse échapper qu'il a un appartement. Forcément, comme elle est en couple avec lui depuis 2 ans, elle trouve ça un peu étrange qu'il lui en ait jamais parlé auparavant et elle lui demande si elle peut le voir au final, et ce qui est totalement légitime. Avant qu'ils entrent chez lui, il lui dit dans le plus grand des calmes « Au fait, une femme s'est fait tuer sur le palier. » Zeta dira pendant une interview « Je ne savais pas quoi dire, je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait d'un côté un jeune homme charmant avec qui je sortais depuis 2 ans et de l'autre des trucs macabres partout, du sol au plafond. Il y avait des livres et des articles sur les tueurs en série, les tueurs à travers les siècles. Il y avait aussi une épée et une arbalète. Vous vous en doutez bien, lorsqu'elle rentre dans cet appartement, Zeta Pinder ne se sent pas très bien, donc elle décide de lui dire qu'elle va rentrer chez elle. Elle rentre chez elle normalement et le lendemain, elle lui dit qu'elle met un terme à leur relation. Alors on pourrait penser qu'il devient violent à ce moment-là, étant donné que c'est un sacré personnage, cependant pas du tout, il est ok avec ça, ça la surprend un petit peu d'ailleurs, et lorsqu'elle annonce à sa mère qu'elle a arrêté sa relation et les raisons, sa mère lui conseille d'appeler la police et ce le plus rapidement possible, mais Zeta est encore bouleversée, elle aime toujours Griffiths, elle a quand même passé 2 ans de sa vie avec lui, donc elle décide de ne pas appeler la police. Aussi, quand elle était chez lui, Griffiths lui a montré son site internet, site qu'il avait créé qui s'appelait Le Squelette et le Jaguar. Et sur ce site figurent des photos de victimes de tueurs en série, mais aussi de nombreuses photos d'arbalètes. Griffiths se pose notamment beaucoup de questions puisqu'il n'arrive pas à avoir de petits amis, ou enfin du moins à les garder, et il ne comprend pas parce qu'il dit qu'il est instruit, ce qui n'est pas faux, il a quand même fait des études, il dit qu'il est mignon, enfin il se considère comme mignon, donc il ne sait pas en fait, il ne comprend pas ce qui tourne pas rond. Alors si tu ne comprends pas, on peut peut-être t'aider à comprendre. Avant de vous parler des meurtres de Griffiths, je pense qu'il est important de préciser que la police le surveille depuis 2 ans. Enfin, le surveille indirectement puisque des caméras ont été placées dans son immeuble, donc dans le hall ainsi que dans les couloirs, après que la justice ait remarqué ses agissements bizarres sur les réseaux sociaux. Et donc, la police a demandé à l'association qui gère l'immeuble de placer des caméras de surveillance dans le hall et dans les couloirs afin de le surveiller au cas où. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Griffiths se fond difficilement dans la masse puisqu'il porte toujours une veste en cuir, un pantalon, des bottes noires ainsi que des lunettes. Une autre de ses particularités est que Griffiths se promène 2 gros lézards carnivores d'environ 2 mètres de long. Il les promène en laisse dans son quartier et dans son université.
Ah ouais, le mec en détente quoi. On le surnomme même Lizard Man et une de ses voisines dira qu'il élève des rats dans une espèce de boîte en carton pour pouvoir les donner à manger à ses lézards. Bon, passons maintenant au meurtre. Déjà, il faut savoir que Griffiths paye des prostituées pour avoir des relations sexuelles et la plupart d'entre elles n'aiment pas vraiment venir chez lui car elles ne se sentent pas en sécurité. Sa première victime est Susan Rushworth, elle a 43 ans et elle est tombée dans la prostitution à cause de la drogue. Son frère s'inquiète après qu'elle ait disparu mystérieusement le 22 juin 2009. Alors cette femme avait l'habitude de disparaître entre 1 et 2 jours, car c'est souvent le cas pour les prostituées. Cependant là, ça fait plus de 2 jours qu'il n'a pas de nouvelles d'elle, donc il commence à s'inquiéter. Avant que Griffiths ne passe aux aveux, on ne savait pas du tout ce qui lui était arrivé. Son frère a continué de la chercher mais ne l'a pas trouvée. Et sur les images de caméras de surveillance de l'immeuble, on voit Griffiths descendre les escaliers avec un sac en plastique. Et en fait, ces sacs en plastique contenaient des parties du corps de Susan. Cependant, on ne sait pas comment il l'a tuée et comme sa disparition est mystérieuse et que les enquêteurs n'ont aucune piste, il n'y a pas d'enquête. Shelley Armitage a 31 ans, elle est héroïne man et comme sa précédente victime, elle est tombée dans la prostitution à cause de la drogue. Le 26 avril 2010, une association fait le tour des quartiers chauds de la ville de Bradford. Ce que j'appelle quartier chaud, c'est le quartier où toutes les prostituées se regroupent et bien souvent les tueurs en série vont dans ces quartiers car ce sont des proies faciles qui peuvent disparaître et bien souvent comme elles n'ont pas de famille ou qu'elles n'ont plus de lien avec leur famille, personne s'en inquiète. Bref, cette association fait le tour de la ville, tombe sur Shelley et lui propose un repas chaud et un toit pour la nuit, afin qu'elle puisse se reposer pendant la soirée, manger et bien dormir, mais cette dernière refuse car elle doit se faire encore 10 $. Ces 10 $ manquants vont lui coûter la vie. Et c'est sa sœur, Gemma, qui va s'inquiéter pour elle et qui va partir à sa recherche. En effet, elle savait où Shelley travaillait, donc elle s'y rend jour et nuit. Elle-même, elle abandonne son travail pour essayer de retrouver sa sœur, cependant, elle ne la retrouve pas. Aujourd'hui, on ne sait pas non plus comment elle est morte et les enquêteurs ont seulement retrouvé une partie de son corps. Susan Blamires est la dernière victime de Griffiths. Elle a 36 ans, c'est une ancienne infirmière et ensuite, elle est tombée dans la drogue et la prostitution. Le 21 mai 2010, elle a besoin d'argent, donc elle prend le risque de suivre Griffiths jusqu'à chez lui. Le meurtre de cette femme a été filmé par les caméras de surveillance de l'immeuble. Elle a tenté de fuir, Griffiths l'a poursuivie, lui a tiré à bout portant avec son arbalète, autant vous dire qu'elle n'avait aucune chance de s'en sortir, puis il a fait un doigt d'honneur à la caméra en brandissant son arbalète. Et grâce aux caméras de surveillance, on a appris qu'une autre femme a failli subir le même sort après que Griffiths l'ait convaincue de venir chez lui pour acheter de la drogue. Heureusement pour elle, elle a refusé d'entrer, ce qui lui a permis de rester en vie. Le lundi suivant, l'employé qui était chargé de visionner les caméras de surveillance tombe sur cette scène macabre. Il prévient la police, les policiers arrivent directement, ils se rendent chez Griffiths, ils l'arrêtent et en fait lui il était dans son appartement tranquille comme s'il les attendait. Le 25 mai 2010, des membres du corps de Suzanne ont été retrouvés dans la rivière Ayr à Shipley. C'est pas très loin de Bradford. Et dans cette même rivière, les policiers ont retrouvé des tissus humains qui appartenaient à Shelley. Le 24 mai 2010, Griffiths s'est arrêté à l'âge de 40 ans et est accusé d'avoir tué les 3 femmes. Cependant, dans le tribunal, il dira qu'il en a tué 5 et il ne cessera de répéter « Je suis le cannibale à l'arbalète ». Alors, concernant le côté cannibalisme, rien n'a été prouvé quant au fait qu'il mangeait les bouts de corps de ses victimes. Cependant, dans l'appartement, ils ont retrouvé beaucoup de sang. Est-ce le sang parce qu'il les a mangés? Est-ce le sang parce qu'il a découpé ses victimes? On ne sait pas, on ne saura probablement jamais, mais selon lui, manger ses victimes faisait partie de la magie du crime. Le procès de Griffiths s'ouvre le 16 novembre 2010 et pour son procès, il demande au cabinet d'avocats Loom et McGill de le défendre. D'ailleurs, ils avaient défendu Peter Sutcliffe, l'autre tueur en série dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est reconnu coupable le 21 décembre 2010 pour les 3 meurtres devant le tribunal de Leeds et le juge Openshaw le condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Griffiths dira aussi « Parfois, on tue quelqu'un pour se tuer soi-même ». Et on se doute bien que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait continué comme ça pendant longtemps
car son but était probablement au minimum d'égaler ses tueurs en série préférés. Pendant son interrogatoire, les policiers avaient du mal à le croire au début tant les détails étaient choquants. Il leur expliquait les avoir tués, les avoir découpés, les avoir mangés et même pour certaines victimes les avoir passés au four afin de les brûler. Quand on lui demande pourquoi il a voulu les brûler, il dit tout simplement qu'il les a brûlés afin de détruire leur ADN. Et quand on lui demande comment il sait que ça va détruire l'ADN, il répond « Je ne le sais pas, mais je m'en doute ». Et si Griffiths a donné autant de détails et d'informations sur les meurtres, c'est parce que selon lui, c'est de cette manière qu'il entrera dans l'histoire des tueurs en série. Par contre, les endroits où sont les corps sont restés secrets et il dira également « Je suis misanthrope, je n'ai pas de temps à perdre avec la race humaine ». Vous vous en doutez bien, Griffiths ne montrera aucun remords. En prison, Griffiths tente de se suicider à 2 reprises et il entame une grève de la faim qui durera 2 mois. S'il fait cette grève de la faim, c'est pour essayer d'être transféré dans une unité psychiatrique sécurisée, mais la justice britannique refuse sa demande. Lorsqu'ils apprennent la nouvelle, ses proches sont choqués et son amie Delta dira qu'elle ne le pensait pas capable de tuer, enfin plus précisément de planifier un crime, car selon elle, si un jour il avait pu tuer quelqu'un, ça aurait été parce qu'il aurait perdu son sang-froid lors d'une bagarre par exemple. Et selon la psychiatre Cullen, il est possible que Griffiths ait considéré le meurtre comme une forme expérimentale de son travail de doctorant. Sa soif de notoriété, couplée au fait de pouvoir rejoindre ses idoles, a déclenché chez lui le plaisir ultime de l'élève devenant acteur. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que le sujet du cannibale à l'arbalète vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.